Nous sommes en 2018, par une froide soirée d'automne. Dehors, la tempête se déchaîne. Les voitures sont embarquées par le siphon. Les arbres sont déracinés pour ne rien arranger. Le volcan de Tsutsuzi s'est réveillé, emportant avec lui les pauvres âmes égarées. Et échappa à son funeste destin. Enfin arrivée à destination, elle s'effondre au sol, échevelée, trempée, brûlée, mais vivante. Elle me dit d'une voix tremblante: regarde, The Haunting of Hill House. Avant de s'éteindre dans un dernier souffle. Mais t'as fini tes conneries, oui. Mais putain, qu'est-ce que tu fous? Mais t'en fais des caisses, t'es pas crédible. Dis simplement que tu lances ta chaîne YouTube là pour parler de cinéma et que t'as fait une liste de 100 films cultes, mais que tu vas aussi parler de séries comme là maintenant. C'est vrai. C'est vrai, et que je vais tout salement vous spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la série et que vous ne voulez absolument rien savoir, que vous ne voulez pas être spoilé, vous faites pause, vous allez voir la série et vous vous prenez le kiff horrifique que vous méritez parce que vous êtes des gens bien. Et vous revenez voir la vidéo. Mais vous êtes prévenus, ça va méchamment spoiler. D'ailleurs, vous la voyez, elle s'appelle Nell. Elle meurt dans le premier épisode. Bim! Cadeau! Alors bienvenue à vous dans ma première vidéo et mon premier hors-série sur série de Ciné que mon avis. En 1992, la famille Crane emménage dans la vaste demeure de Hill House. Immense, hein, je devrais dire. Bref, très vite, des événements troublants surviennent, affectant tout ce beau petit monde et plus particulièrement les enfants. Une nuit, pas faite comme les autres, le père Hugh fuit précipitamment la maison avec sa progéniture. 26 ans plus tard, un nouveau drame familial vient frapper la famille Crane, les renvoyant à Hill House, où tous vont devoir affronter l'horreur de ce qu'ils ont vécu dans ce manoir par le passé. The Haunting of Hill House, la mère patrie, est une série d'anthologie horrifique librement adaptée du roman de Shirley Jackson qui s'appelle La Maison Hantée. Ouais, ça en jette. Et c'est aussi créé et réalisé par Mike Flanagan. Les épisodes sont construits dans un même schéma. J'entends par là que tout au long de la saison, nous naviguerons entre présent, donc lorsque les enfants sont devenus adultes, et passé sous forme de flashback. Simple, non? Si, c'est simple. Si, c'est simple. Dès les premiers jours de la sortie, la série se prend une vague, que dis-je, une cascade de critiques positives. Elle se retrouve même élue par plusieurs magazines meilleure série de 2018. Bon, il n'est pas rare que des séries d'horreur soient encensées par la critique. Regardez ces quelques exemples. Mais rarement à ce point-là, et surtout aussi reconnu par un public aussi large que celui de The Haunting. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait le succès de The Haunting? Est-ce le soin apporté à l'histoire, ou encore l'apport du genre et des codes dramatiques à cette série d'horreur? Ou est-ce parce qu'on retrouve Dario dans le casting? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Le manoir de Hill House. The Haunting prend comme thème commun à toutes ces histoires la maison hantée. Je vous propose donc de regarder à quoi ressemble Hill House, parce que, après tout, toute la série va reposer sur elle. Vous êtes prêts? Oh ouais! Ah ouais! Ah ouais, non là ça déconne pas, franchement elle est cool ou pas? Moi j'adore, ça se voit qu'elle est bien entretenue, qu'elle est saine, elle respire la joie de vivre, non, franchement elle est cool. Je rigole. Non mais sans rire, regardez-moi ça, y a rien qui va, y a rien. Les arbres paraissent malades, les murs sont sales et abîmés, et c'est glauque. Même la météo est moche avec ce vieux temps gris là tout pourri. Mais le pire,
c'est les fenêtres. Mais au secours, sérieux. On dirait qu'elles aussi, elles sont mortes, y a rien. Aucune lumière, aucune lueur qui s'infiltre d'un côté ou de l'autre. Seule exception à ça, c'est quand la maison invite Nell à venir y crever gentiment. Bon, après, on peut se dire que c'est un bon indice sur le futur de la famille. Et je ne parle que de l'extérieur, là. À l'intérieur, c'est encore pire. La maison entière est figée. Les pièces sont immenses, vides et désertes de toute trace de vie. Tenez, je vais vous montrer une scène qui se passe 2 journées dans le manoir. Comment on le sait ? C'est grâce au contre-champ sur Shirley, donc elle, la petite fille, qui nous offre une vue sur l'extérieur. Il fait jour, et pourtant, regardez, c'est tellement sombre à l'intérieur qu'ils sont obligés d'allumer les lampes constamment. Et pas une ou deux, hein. Non. Toutes les lampes sont allumées jour et nuit. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce plan ? Il fait suite directement à la scène que nous venons de voir. Donc en toute logique, on devrait voir de la lumière s'échapper des fenêtres. Mais il n'y a rien. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? En fait, ça prouve que tout est mort dans Hill House et qu'aucune lueur, aucune lumière ne peut ni rentrer ni en sortir. Donc, quand on voit ça, j'arrive même pas à comprendre à quel moment les parents se sont dit « Mais c'est génial ici, installons-nous sans hésiter !» Ça n'a aucun sens. Ok, c'est leur métier. Hugues s'occupe des travaux et Olivia, en bonne architecte qu'elle est, travaille sur les plans de rénovation de la maison. Donc c'est sûr que quand tu vois ça, tu te dis que c'est un putain de challenge. Mais quand même, il y a des limites. Mais tout ça, ça serait encore acceptable si la maison n'avait pas des pouvoirs surnaturels. La chambre rouge. La chambre rouge. Ça, je peux vous dire qu'elle a fait lever pas mal de sourcils, hein, aussi bien chez les personnages que chez les spectateurs. Si, je vous assure, vous avez tous fait ça. Ou ça encore, si vous êtes quelqu'un d'un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette de salle ? Pourquoi c'est le seul endroit complètement inaccessible ? Bon, après, on peut se dire que vu tout ce qui se passe partout ailleurs dans la maison, ce n'est certainement pas une bonne idée de rentrer là-dedans. Et qu'au contraire, hein, ça sera encore pire. Mais non, on a quand même envie de savoir, hein, c'est notre petit côté curieux. Et quand on le découvre, on est plus perplexe que vraiment horrifié. À plusieurs reprises dans la série, la maison est comparée à un corps humain. D'abord par Olivia, puis par Nell. En gros, cette salle, c'est là où ils seront tous digérés. La maison et plus particulièrement cette pièce donc se manifeste et s'adapte au psychisme de chaque personne. En gros, elle leur fournit un endroit réconfortant à chacun pour les aider à rester calmes. En faisant ça, en canalisant leur peur, la maison conforte son contrôle sur eux. Et elle s'assure aussi de leur présence et prévient d'une possible fuite. Mais il y a un truc qui n'est pas clairement expliqué. C'est comment faisait le Crane pour rentrer constamment dans cette chambre rouge sans s'en rendre compte. Donc, ok, on sait que la maison c'est Arturo Brachetti. C'est lui, si jamais vous n'avez pas la ref. Okay. Surtout si on prend comme exemple l'apparition pour Luke, à savoir la cabane dans l'arbre. On se doute bien qu'il doit passer par l'extérieur pour y arriver. Donc, comment Hill House parvient à faire ce tour de passe-passe ? J'arrivais pas à piéger le truc jusqu'à ce que je remette la série au début du mois et que je trouve... J'arrivais pas à piéger le truc jusqu'à ce que je remette la série au début du mois et que je trouve le détail, celui qui pour moi explique absolument tout. Alors je sais pas si vous faites partie de la même espèce que moi, c'est-à-dire celle des bourriques qui avancent le générique sans le regarder, mais si c'est le cas, comme moi, vous aurez loupé l'explication de comment marche, dans tous les sens du terme, la chambre rouge. Sur le coup, je me suis dit, oh tiens, un labyrinthe cool. Attends, un labyrinthe ? Ok. D'ailleurs, vous vous souvenez de quand je vous ai dit que la maison était figée ? Non. Je vous le redis maintenant. Alors, en fait, la maison bouge. Elle bouge tout le temps même. Et d'ailleurs, on comprend mieux aussi, grâce à ça, pourquoi Olivia est infoutue de faire 2 fois le même plan. Alors que, je le rappelle, c'est son métier. C'est donc pas là un signe de sa folie naissante, mais plutôt la preuve que la maison vit et bouge. Elle emprisonne à la perfection ses proies. Et c'est ça que nous montre ce labyrinthe avec ses murs mouvants. C'est pour ça aussi que le Crane ne se rendent pas compte qu'ils sont très souvent dans la chambre rouge.
Comme le décrivent Nell et Olivia, le manoir est un personnage à part entière. C'est même l'entité la plus négative qu'on va trouver dans la série. C'est l'ultime boss final de la famille. Donc ok, la maison maléfique, tout ça, avec des pouvoirs, c'est déjà bien, non? On a déjà notre super méchant de la série, on peut arrêter là. Eh ben non. Et je pense même que c'est précisément à ce moment-là que le scénariste s'est dit... Et si on rajoutait 8000 fantômes? Les autres habitants. Après, jusque-là, c'est assez logique, hein. On est dans une maison hantée, donc le fait qu'il y ait des fantômes, c'est pas forcément très détonnant. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont archi vénères. Là où Hill House pourrait éventuellement échouer à tuer la famille Crane, les esprits sont là pour terminer le travail. Et on peut avouer que vraiment, ils y mettent du cœur à l'ouvrage. Ça leur fait plaisir. De base, les vivants profitent de cette petite présence maléfique et oppressante au quotidien. Mais Luke, Nell et Olivia ont droit à leur petit spectre, rien qu'à eux, en plus. Respectivement, Luke a l'homme au chapeau melon, Nell la dame au cou tordu et Olivia se tape au pied. Hop, 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 hop. Rien de sale là-dedans, je parle juste de possession. Et croyez-moi, ils en sont ravis. Vous voyez? Poppy est un peu le chef de groupe dans tout ça. Et son plan est assez simple, tuer Olivia. Mais avant, elle compte bien s'amuser un peu. Non mais c'est vrai, ce serait trop simple sinon. C'est vrai. Olivia, comme les femmes de sa lignée, est dotée de capacités extrasensorielles. Elle a notamment des visions qui lui offrent un aperçu de l'avenir. Poppy va utiliser ce pouvoir contre la mère de famille afin de la posséder, de la manipuler et y injecter son venin. Du coup, est-ce que Olivia est folle? Bah oui et non. Elle est folle, mais d'inquiétude surtout. Et elle est complètement paumée. Le fantôme va jouer avec ses peurs les plus profondes, à savoir la souffrance et la mort de ses jumeaux. Cela l'obsédera tellement qu'elle en deviendra complètement irrationnelle et irraisonnable. Elle écoutera sans discernement les conseils de Poppy, ne s'apercevant pas de l'incohérence de ce qu'elle entend. Puis bon, disons-le clairement, les murmures sataniques, c'est jamais bon signe. La folle, Poppy, pas la mère, va donc tourmenter la mère de famille, pour le coup, c'est simple, sans relâche, la faisant basculer inlassablement entre rêve et réalité. À tel point en fait que Olivia ne va plus savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Du coup, est-ce que Olivia se suicide? Ben oui et non, et pour le coup, même plus non. Elle veut réussir à différencier de nouveau le rêve et la réalité. Donc oui, elle saute, mais la main de Poppy, qu'on voit dans son dos, prouve que quoi qu'il arrive, elle serait morte cette nuit-là. Alors pourquoi la tuer? Ben simplement parce que Poppy, et quelque part la maison, se dit que si Olivia meurt, ben toute la petite famille va la suivre gentiment dans la tombe. Notons aussi que de son vivant, Poppy était déjà une bonne sociopathe et prenait un plaisir non dissimulé à faire souffrir et tuer tous ceux qui l'entouraient. Elle a continué à le faire une fois le trépas arrivé, tout simplement. Après, ça aurait pas été Poppy, ça aurait été un autre fantôme. Sur Instagram, vous pouvez trouver sur le site de The Hunting, en fait, ils ont fait tout le background des personnages et surtout des fantômes qui n'ont pas été tant exploités dans la saison. Et donc du coup, vous pouvez retrouver leur histoire à tous sur Instagram. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Tout ça pour dire que ils avaient tous le potentiel et quelque part aussi l'envie de tuer cette famille. Et on ne parle pas de 2 ou 3 fantômes. Non, non. Mais bien d'une petite armée bien décidée à faire sombrer tous ceux qui passeront la porte du manoir. Tous, absolument tous, représentent une véritable menace pour les vivants. Malgré tout, dans la série, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, assez peu ont une réelle importance dans l'histoire. D'ailleurs, rares sont les plans où on les voit tous. Enfin, je dis ça. En fait, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Et je dis pas ça parce que c'est des fantômes. Hidden Ghosts.
Mike Flanagan s'est amusé à cacher un peu partout en arrière-plan des fantômes durant toute la saison. Après, arrière-plan, faut le dire quand même assez vite, parce qu'il y en a qui ne sont tellement pas cachés que vraiment, on se dit, mais comment j'ai fait pour pas le voir avant? Genre lui, oncle fétide. Alors là, je vous le pointe du doigt, mais quand vous suivez l'histoire, je vous assure qu'il vous échappe. Et pourtant, c'est pas discret. Et il y en a plein. Voici d'ailleurs un petit florilège de mes préférés. Je vous invite à regarder les scènes qui se passent dans le hall d'entrée, près des escaliers. Je crois qu'il n'y a pas une scène où on ne voit pas un fantôme planqué derrière eux. Disons-le clairement, les personnages ne sont jamais seuls. On peut même dire qu'ils sont sous surveillance rapprochée 24 heures sur 24. Même les statues les fixent, ce qui, personnellement, me glace le sang. Donc, vous l'aurez compris, c'est une série d'horreur, ça ne fait aucun doute. Une excellente même, répondant avec brio au code du genre sans tomber dans les clichés. Et ça nous garantit de bons gros moments de frisson comme on les aime. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi un si large public a adhéré à The Haunting. Qu'est-ce qui donne à Hill House cette petite saveur que les autres n'ont pas? Plongeons-nous dans l'histoire à proprement parler pour le comprendre. Le rythme de Hill House. Il est rare de trouver une histoire aussi riche dans un genre horrifique. Les slashers étant passés par là ont souvent réduit l'horreur à une bonne dose de jumpscare afin de nous scotcher à notre fauteuil. Et surtout, il faut l'avouer, mais ils ont un scénario simple et banal. Et attention, j'adore ça. Scream, à jamais dans mon cœur. Le genre horrifique doit répondre à un timing hyper précis pour réussir à nous faire peur. Généralement, c'est un rythme soutenu, ne se ralentissant que pour nous envoyer la sauce. Mais Hill House a choisi de mettre au placard tous ces clichés en adoptant notamment un rythme très lent dans tous ses épisodes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est du génie. Prenez l'épisode 6 qui est composé uniquement de plans séquences. Je peux vous assurer que je me suis rarement sentie aussi oppressée en regardant une série. L'histoire nous oblige à être témoins, à subir comme les personnages l'horreur de la situation en subissant, tout comme eux, la distorsion du temps, l'ironie dramatique et la complexité de l'histoire. D'ailleurs, on appelle ça une intrigue à tiroir. C'est cadeau. Du coup, tous ces éléments permettent de garder une parfaite maîtrise du suspense. Le twist de la dame au cou tordu est encore à ce jour le meilleur que j'ai pu voir, tout genre, tout film, série confondu. Pour rappel, Nell devient son propre fantôme, donc la dame au cou tordu, après avoir été tuée par la maison et sa tendre maman. Et histoire de ne rien lui épargner du tout, elle en a parfaitement conscience. D'ailleurs, reconnaissons cet autre tour de force de la série. Après avoir haï la demeure pendant 9 épisodes, elle nous apparaît malgré tout sous un jour nouveau lors du final de la série. On apprend à aimer Hill House, car elle est garante de l'immortalité, en offrant notamment l'incroyable opportunité aux vivants de retrouver les êtres aimés morts dans la demeure, les rendant ainsi éternels. C'est à ma connaissance la seule fiction d'horreur à réussir à rendre beau et profond un lieu pourtant si maléfique à la base. C'est d'ailleurs ça qui nous bouleverse le plus quand on prend conscience de toute la dimension dramatique et de tout ce que ça implique. Je sais pas, mais moi j'ai juste envie de... Répercussions sur les survivants. Dépression, addiction, deuil, culpabilité. C'est le programme qui nous attend. Jusque-là, on s'est assez peu intéressé à l'histoire de fond de la série. Et en un mot, elle est dramatique. Parce que même si elle ne les a pas tués au sens propre du terme, bon, sauf Nell et Olivia, Hill House a brisé absolument tous les survivants. Ils ont dû évoluer, grandir, malgré leur passé sans vraiment jamais y parvenir. Le père devient un mort-vivant et n'arrive pas à gérer le poids du secret sans fuir ses enfants. Steve est incapable de voir la vérité en face, ce qui le rend débile. Shirley n'arrive pas à se mélanger au commun des mortels sans s'engueuler avec eux. Theo, ou plutôt
ne parvient pas à s'engager dans une relation avec un être humain, Luke sombre dans la drogue, sa petite manière à lui de fuir ses démons, et Nell est dépressive. À cause de ça, ils seront toujours en marge de la société, comme l'explique d'ailleurs bien mieux que moi Nell à son frère. Like any other family. We're different because of where we grew up. Cette incompréhension des autres les pousse un peu plus dans leur isolement. Pire, ils sont même incapables de s'entraider entre eux alors qu'ils ont vécu la même chose. We can talk about this later. And you're supposed to be my big brother. You know, you're supposed to protect me. But you say the meanest things to me when I try to tell you. Voilà. Vous êtes encore là? Les 5 étapes du deuil personnifiées par les enfants. Commençons par l'aîné de la fratrie, Steve. C'est le seul personnage à ne pas comprendre du tout, ne serait-ce même pas un tout petit peu Hill House et ce qu'elle représente. N'ayons pas peur des mots, c'est une tête de con. Même quand les autres personnages lui prouvent qu'il a tort, il s'en fout. Il s'en bat l'oignon, c'est lui qui a raison, ok? Il préfère s'enfermer dans les carcans de la rationalité. Bon, après faut avouer qu'il est fort, ce petit jeu. Ça tourne essentiellement autour de la folie, mais quand même ça marche. L'épisode 10 est d'ailleurs un feu d'artifice de sa connerie. Il peut pas avoir d'enfant, et dans son cauchemar il voit sa femme enceinte. Mais non, tout est ok, ça le choque pas du tout. Heureusement que Nell est là pour l'aider, sinon, mais il serait tellement mort. Donc vous l'aurez compris, Steve représente le déni. Shirley prend en charge de la colère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est... Elle a la hargne, elle a la rage de ouf. Lorsque Shirley perd ses chatons, elle est pas triste, elle est furieuse. Elle va même jusqu'à s'égosiller un peu sur ses parents qui cherchent à la réconforter. Autre exemple, quand Steve écrit son bouquin, pareil, elle a la rage. Et en plus, elle est rancunière de ouf. Cette brouille va l'éloigner définitivement de son frère. Sa haine redescendra jamais, ni aux événements heureux, ni même aux plus dramatiques. Elle se permet même de glisser une petite pichenette à Steve quand il l'appelle pour lui annoncer le décès de leur sœur. Je pense sincèrement que c'est un vrai régal d'entendre ça à ce moment-là. Mais passons à Theo, pardon. Theo. Elle aussi, elle a la rage, c'est évident. Mais, contrairement à Shirley, elle l'assume et le dit clairement. Elle personnifie le marchandage, ou si vous préférez, la discussion. Et quoi de mieux qu'une psy pour parler? Ce qui est précisément, comme par hasard, le métier de Theodora. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'ils se disent les choses dans cette famille. Mais le problème, c'est qu'elle n'insiste absolument pas lorsqu'il refuse, abandonnant très vite la partie. La raison est simple pour ça, elle n'est pas dans l'acceptation. Il faut en chier un peu plus avant d'arriver là. Et c'est d'ailleurs pour ça, aussi, à mon sens, qu'elle ne peut pas maîtriser son pouvoir. Pire, elle doit s'en protéger pour éviter d'en souffrir. C'est d'autant plus triste qu'avec toutes ses capacités et son extrême empathie, elle aurait pu sauver toute sa famille. Mais cette tâche est réservée à quelqu'un d'autre. Mais avant ça, la dépression. Elle est pour toi celle-ci, Luc, t'es content? Il est content. Bon après, il faut avouer que rien ne lui est épargné dans la série. Pour commencer, il perd les 2 femmes qu'il aimait le plus, à savoir sa mère et sa jumelle. C'est un junkie, et en plus de tout ça, il continue d'être hanté par son petit fantôme personnel en dehors des murs de Hill House. Qui n'a d'ailleurs rien à envier au fantôme de Nell ou même à celui qui est en désintox avec lui. Mais si, vous vous souvenez, la petite fille, là, avec les yeux en œuf coulant, elle quoi? Le sien est moche, vieux, difforme et inéluctable. Inéluctable. Luke est le plus fragile de toute sa famille, c'est d'ailleurs le seul à vraiment complètement sombré. Malgré tout, c'est lui qui comprend le mieux avec son père Hill House. C'est le seul à piéger tout de suite que sa sœur ne s'est pas suicidée. Mais que c'est la maison qui a tué sa sœur. D'ailleurs, je sais pas ce qu'a fait Nell au scénariste, mais ça devait être sale. Je me souviens qu'en cours de scénario, notre prof nous disait plus on aime son personnage, plus on doit le faire souffrir. Donc c'est bon, ok les gars, on a compris. Vous l'aimez, vous n'avez pas besoin de vous acharner comme ça sur elle. Parce que je vous ai dit que rien n'avait été épargné à Luke. Et c'est vrai, mais c'est rien comparé à Nell. L'épisode qui lui est consacré est assez
représentatif du sadisme de Mike Flanagan à son égard. Adulte, elle est heureuse et accomplie. Elle a toujours ses problèmes de terreur nocturne, mais c'est à peu près tout. C'est la seule qui parvient à surmonter véritablement son deuil. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'accéder au bonheur, auquel on assiste d'ailleurs, en plus de ça, une bonne partie de l'épisode. Et c'est ça qui rend encore plus horrible sa descente aux enfers. Qui commence avec la mort de son mari. Mais malgré toutes ces épreuves, elle nous apparaît comme étrangement calme, posée et éclairée sur sa situation. C'est elle qui va confronter les autres personnages avec une justesse et un discernement impressionnants. C'est comme si elle possédait un niveau de lecture que nous, pauvres spectateurs que nous sommes, on pouvait pas encore atteindre. C'est d'ailleurs cet éveil qui va lui permettre de sauver sa famille. Heureusement, elle représente l'acceptation dans cette histoire, parce que sinon, ça serait tragique, quoi. Enfin, Nell, t'es soulagée, non? I'm like a small creature swallowed whole by a monster, and the monster feels my tiny little movements inside. Cool. Et le reste? The rest is confetti. The Haunting of Hill House, toujours, est une série dramatique horrifique, glaçante, incroyable. Elle joue avec les codes de l'horreur et de l'angoisse, avec ses fantômes et ses personnages qui sont à l'image du manoir froid et sombre. On pourrait même parler ici d'essence même du genre horrifique. C'est un incontournable à voir absolument. Et non content d'avoir réussi cette performance une première fois, il réitère cet exploit avec The Haunting of Bly Manor. Mais c'est ce qu'on verra dans la partie 2. Une saison 2 peut-être encore plus brillante que Hill House. Enfin, ce n'est que mon avis.